Comment on va faire? Comment on va faire pour pouvoir faire exploser cette marque là? Des idées pour aller faire éclater une marque comme ça là. Je sais pas, là, je suis sur une page blanche, là, c'est super cool, mais... Oh putain, je sais. Ouais, Je sais. Attends, on va faire un truc ouais. qui n'a jamais été fait auparavant. On va être les premiers. Non, arrête. On va faire une compétition de cocktails. Wow. Non. Si. Mais ça, c'est mais- du jamais vu, ça, mon gars. Ça mais va carrément. marcher, ça. Mais grave. Mais oui, faisons ça. Et en Attends. plus, il y en a pas. Bah, je crois pas, Il y en non. a pas. Attends. On est à l'ère de l'IA. Ouais. Attends, on va demander. Attends. Cherche mon bot, là. Attends. Non, je vais lui parler carrément. Ah, c'est une bonne idée. Dis-moi, ChatGPT, là, j'ai lancé une marque de jean, là, qui est super cool, franchement. Elle est super cool, mais là, avec Chris, on galère trop. On sait pas comment faire le buzz, en fait. Aide-nous. J'ai la solution à ton problème. Imagine une compétition de cocktails avec ton gin en vedette. Les meilleurs bartenders du pays s'affrontent pour créer des cocktails incroyables avec ton gin. Les vidéos de leur création vont faire le tour des réseaux sociaux et ton gin va devenir l'incontournable. Waouh. Mais écoute, c'est trop cool, mais t'es vraiment sûr de toi, là? Faut qu'elle soit sûre. Oh, je suis carrément sûre de toi. Une compétition de cocktails, c'est le moyen ultime de créer le buzz autour de ta marque de gin. Les gens adorent découvrir de nouvelles recettes, surtout quand elles sont préparées par des experts. Tu vas voir, ton gin va devenir la star des bars. Mais c'est la seule solution. Eh bah, écoute, trop cool. Allons-y. Allez, c'est parti. C'est parti. Compétition de cocktails. Merci ChatGPT. Et merci Fred. Merci. Génial, je suis ravie que l'idée te plaise. Prépare-toi pour une aventure exceptionnelle au des cocktails détonnants. Santé à ton succès. Ah, ça va envoyer du pâté. Bon, bah, je crois qu'on est tous convaincus. Je crois que du Y a- digital à l'humain, là, on est. Il y a plus qu'à. Moi, j'y crois à fond. Il n'y a plus qu'à. Et en parlant de compétition de cocktails, Oui. de quoi on a besoin quand on fait des cocktails? Ah, de... Mais Bah- on a besoin de Clear Eyes, Pas bien de sûr. glace. Mais oui. Ce podcast part dans tous les sens, c'est Mais incroyable. mon Dieu, c'est fantastique. Mais voilà. Bah, en tout cas, on n'a pas le buzz encore, Non. mais on a la Clear Ice. Mais on a toujours du cold brew. On a du cold brew. Il Merci est 5h du matin. Ice Cube On a- Company qui nous accompagne sur le podcast et sur Bar News et Distil News. Donc voilà. Donc en tout cas, on a la Clear Ice. Tout va bien. Voilà. Donc vous l'aurez compris, on va parler cette semaine. Voilà. Après cette magnifique introduction de 3 minutes, on va parler de compétition de cocktails. C'est un peu le sujet qui est un peu récurrent. Et pour en parler un peu plus largement, tout simplement, le point de départ, j'en relais beaucoup sur Distil News, sur Bar News. On peut voir ça. Enfin, je fais de mon mieux en tout cas, parce qu'il y a pas mal de compétitions. Maintenant, pourquoi je voulais aborder ce sujet de manière plus sérieuse, c'est que ça reste quand même assez compliqué en tant que média de relayer ces compètes parce que la communication est pas toujours au top. Pour être tout à fait franc. Et en fait, je me suis dit, mais finalement, si vous organisez des compètes et que vous communiquez pas beaucoup, finalement, pourquoi vous faites des compètes? Et j'ai une petite anecdote, voilà, dans cette introduction complètement folle et décousue. J'ai une petite anecdote d'une marque très qui pèse, qui a organisé une finale récemment d'une compétition. Et en fait, en voulant aller retrouver les résultats de cette finale, j'ai incapable de trouver. Tu vois, je me suis dit, le lendemain, peut-être ils sont en train de cuver de leur soirée, ils n'ont pas publié. Mais 48 heures plus tard, toujours rien. 72 heures plus tard, toujours rien. Et j'étais très étonné que ni l'agence RP, ni le brand ambassadeur de la marque, ni je sais pas, l'organisateur globalement. Même le moindre média, d'ailleurs. Voilà, ni le moindre média ne communique dessus. Et en fait, je me suis dit, mais c'est dommage, parce que finalement, on organise une compète. Des fois, on a l'impression que on est juste en train de se payer une soirée.
entre nous, entre potes, on se fait plaisir, il y a un sponsor qui est notre marque. Et voilà. Et du coup, voilà, sujet plus global, c'est finalement, pourquoi on fait des compètes de cocktails? Pourquoi Chris, hein? Et voilà, ça sort pas de nulle part, hein. J'ai un peu complété tout ça. J'ai compilé toutes les compètes de cocktails dont j'ai parlé au cours des 18 derniers mois sur... Uniquement celles voilà. dont tu as parlé. Celles où à un moment j'ai relayé, mois, tiens, il y a une finale, court, tiens, il y a un tel qui a gagné, il y a un tel qui est finaliste. Et en fait, j'en ai listé pas moins de 36. Voilà, juste sur Bar News et tout. Vous pouvez d'ailleurs, donc sur le site, vous pouvez voir un peu tous les communiqués que j'ai pu relayer là-dessus. Il y en a pas mal, il y en a 38, tiens, tout simplement. Tout est cohérent, c'est incroyable. Voilà. Sans aucune préparation. sur le Diffords Guide, il y a aussi une petite page compétition où on peut voir qu'il y a pléthore de compétitions. On voit que même moi-même, qui en relaie 36, et sur les 36, il me semble qu'il y en a facilement 32 qui étaient ouvertes aux Français. Donc voilà, donc on parle pas que de trucs un peu obscurs qui se font que aux États-Unis ou je sais pas. On parle vraiment de compètes où il y a des bartenders français qui ont participé. Et malheureusement, des fois, quand même, frustration de ma part de pas comprendre, mais finalement, pourquoi vous faites ça si vous relayez même pas l'info? Voilà. Ou alors vous le faites dans un espèce d'entre-soi sur Instagram, via des DM, via des groupes privés Facebook, je ne sais pas. Quelle est la finalité de tout ça, hein? C'est juste de se faire une soirée ou voilà, très provoquant là. Mais... Ah, le mec est pas content, il veut savoir. Mais non, Fred. Merci. Ce n'est pas Éclaire-moi. que... Alors, on n'a pas réponse à tout. Hein, j'ai pas réponse à tout. En fait, les concours de bar, c'est un très très vaste sujet. C'est quelque chose qui est très ancien. Les premières compétitions, je pourrais même pas dire exactement de quand est-ce qu'elles datent, mais ça m'étonnerait pas que les premières réelles compétitions de cocktails organisées par des marques, ce soit aux alentours des années 70 ou autres. Quand moi j'ai commencé, ma carrière, il y avait un bar qui s'appelle le bar Le Forum, qui est sûrement un des meilleurs établissements, un des plus bels établissements dans lesquels j'ai travaillé, qui malheureusement est fermé depuis, qui appartient à la famille Biolato, qui était le deuxième plus vieux bar à cocktail de Paris après le Harris, qui a ouvert au début des années 30, et qui avait déjà à la carte, alors il y avait beaucoup de cocktails à la carte, mais qui avait des cocktails, des recettes de cocktails qui avaient gagné des concours au début des années 80, etc. Donc on sait, on a des traces comme quoi voilà, on pourrait remonter à des très très vieilles compétitions, qui pouvaient être des compétitions organisées par des marques. Voilà, alors ça remonte effectivement avec en particulier des choses qui étaient drainées par l'association internationale de bartenders, donc International Bartender Association, dont on voit ici effectivement la page, qui existe encore de nos jours, et qui était relayée, donc ces concours-là, par les différentes antennes locales de l'association des barman UK, l'association des barman américains, USBG, UKBG, WCC, etc., qui existent encore pour la plupart d'entre elles, plus ou moins actives, plus ou moins plébiscitées, etc. Et ces concours de bar étaient organisés principalement en partenariat du coup avec des marques, mais pas que. En France, pour faire un focus un peu chez nous, il y avait des concours qui étaient l'équivalent de ce que aujourd'hui, par exemple, sont les BOF, qui s'appelaient la Coupe Scott. Ouais. Les concours aussi juniors, organisés auprès des écoles hôtelières et auprès des jeunes des écoles. Alors, il y en a encore beaucoup, hein. Il y a beaucoup de jeunes qui participent à ce genre de concours-là. Là, les concours que tu relais sont des concours pro, mais il y a pas mal de ces marques-là qui ont aussi des concours à destination des juniors et qui sont en CQP Barman, mention complémentaire, etc., ou BP Barman. Oui, il y a peut-être précision. Dans ma réflexion, il y a vraiment ce côté, les concours organisés par les marques. Par les marques, voilà, par les marques et pas les concours neutres. Ouais. Quand il y a une marque, il y a forcément un intérêt commercial, un intérêt d'image, il y a quelque chose, enfin, on investit de l'argent. D'où mon questionnement. Quand tu es sur l'association des barmen de France, par exemple, ou sur l'IBA, il y a peut-être moins... je sais même pas c'est quoi comme structure, c'est des associations, quoi. C'est des associations. Donc, il y a peut-être moins cette notion commerciale où, finalement, il faut vendre des bouteilles, tu vois, j'en sais rien, tu vois. Aujourd'hui, je ne sais pas quels sont les fonctionnements de ces associations, etc. Alors, j'en ai fait partie, moi, il y a longtemps, ça m'a beaucoup aidé aussi dans le début de ma carrière. Et j'ai beaucoup de mes pairs de métier, de mes mentors aussi, qui en fait partie. Je fais partie aussi d'un bureau régional, etc. Et je pense que, de toute façon, tout ce qui est regroupement de professionnels pour communiquer, etc., sur les marques, c'est quelque chose de positif tant que ça ne devient pas clivant.
C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on ne fait pas partie d'une association ou d'un conglomérat, peu importe, ou d'un groupement de passionnés, qu'on n'est pas forcément bon ou qu'on ne mérite pas. En tout cas, ces associations et ces groupements ont eu le mérite de créer des concours comme la Coupe Scott à l'époque, qui pour moi est un peu du coup devenu le MOF, puisque se rassembler autour de la marque et du conglomérat de MOF, c'est quelque chose qui est encore plus valorisant, étant donné qu'on se retrouve avec cette espèce de signature en plus qui a une aura et une reconnaissance internationale du coup, et hyper intéressante. Mais pour en revenir effectivement au sujet, sur les marques, c'est quelque chose sur lequel, même moi par exemple à l'agence ou autre, on est sollicité, ou des fois j'ai des appels de gens en disant « Oui Chris, on a pensé, on va faire un super concours de bar autour de notre marque pour pouvoir la plébisciter, etc., etc. » Et moi, la première question que je pose, c'est quel est l'objectif ? Pourquoi ? Pourquoi ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon nombre de personnes qui effectivement mettent en avant ces concours-là ou font les setups de ces concours-là en France, c'est parce que le concours existe à l'international aussi. Et par conséquent, on rentre dans le circuit de la compétition internationale. D'accord. On est juste des exécutants d'une décision qui s'est faite ailleurs. On est des exécutants, mais on a aussi fait le choix de se dire la France peut y participer parce que c'est un marché suffisamment important, que c'est un certain budget ou autre. Dans ma carrière, en travaillant dans certaines maisons ou en tant qu'agence extérieure en charge de ces développements-là, j'ai organisé des concours où on nous donnait 3 000 € de budget et où des fois, on pouvait avoir plusieurs centaines de milliers d'euros de budget. D'accord. Parce qu'il y avait quelque chose d'international, on avait énormément d'entrées. On était dans des périodes aussi, il y a 10 ans, plus de 10 ans en arrière, où il y avait beaucoup moins de concours. Ouais. C'est ça aussi. Donc on avait beaucoup plus d'entrées, on avait beaucoup plus de participation. Le mot mixologie était un petit peu nouveau. C'était le début des réseaux sociaux il y a une quinzaine d'années et tout ça. Il y avait toute cette espèce de verbe. Beaucoup de marques ne se posent pas la question de pourquoi ils le font. Ouais. Quel est l'objectif ? T'arrives à le chiffrer un peu, ça, l'évolution ? Parce que du nombre, tu veux dire ? Ouais, mon sentiment, c'est qu'il y a 10 ans, il y en avait plus. Il y avait le rayonnement, tu vois, il y avait des gros trucs type Bacardi Legacy, il y avait Diageo World Class qui était présent en France. Ouais. Et j'ai l'impression que ça s'est un peu estompé. Il y a évidemment eu une certaine pandémie qui a, alors là, arrêté. On a essayé en digital, mais c'est pas évident les concours. Et du coup, je suis d'autant plus étonné là quand je fais mon petit récap. Là, je préparais, je fais mais attends, j'ai relayé ou évoqué des résultats de 36 compétitions. Et moi, je trouve que c'est déjà... Je trouve ça énorme, en fait, de réaliser, de se dire qu'il y a potentiellement 2 fois par mois, ou tous les 2 fois par mois, il y a une nouvelle compétition qui se lance, par exemple. Si on faisait une moyenne comme ça, c'est à peu près de cet ordre-là. Je ne sais pas, vous qui nous écoutez, qui nous suivez, qui êtes bartender, peut-être est-ce que vous avez le sentiment d'être exposé à autant de sollicitations de concours ou pas. En tout cas, j'étais très étonné d'en voir autant. Mais de l'extérieur, j'avais l'impression que c'était encore plus vif. Non, moi je pense qu'il y en a. Alors, je pense qu'il y a eu effectivement. Tu fais bien de le stipuler parce que je l'aurais peut-être pas forcément amené à ce moment-là, mais au contraire, je pense qu'il y a eu très peu de concours. À un moment donné, il y a eu une espèce de pic qui a été amené justement sur l'avancée et le développement et la mise en place de ces mastodontes de concours, Bacardi Legacy, Diageo World Class. Ouais, tout le monde voulait être le portefeuille. Tout le monde voulait être le World Class. Et quand tu voyais que la mise en place et le gain étaient colossal, que la finale du deuxième Diageo World Class, c'était Eric Lawrence qui avait gagné, la finale était quand même à la remise des prix. La remise des prix, véridique, était dans le Parthénon à Athènes. Dans le Parthénon. C'était quand même quelque chose de phénoménal où tout était éclairé en vert à l'extérieur du... C'était le budget. Voilà. Je passe le cash prize, ce genre de choses-là, ou même en France, on a eu quand même le budget. Le premier World Class France Bartender, c'était Maxime Hurt, qui aujourd'hui est MOF, vit et travaille au Versambert au Canada, etc. Pompette. Pompette, exactement. On a eu la possibilité, il a eu comme une pleine page dans GQ. Ok. Donc ça te donne un ordre d'idée aussi des budgets qui étaient alloués à cette période-là. Et il y avait aussi forcément moins de marques, moins d'intérêt. C'était le début de l'intérêt pour la mixologie. C'était vraiment le début où les marques s'intéressaient pour ça et commençaient à plébisciter ces top bars, etc. Les classements des top 50, etc. n'existaient pas à cette époque-là. Donc c'était une façon de mettre en avant l'établissement, le travail des barman, de les utiliser en image pour plébisciter la marque. Il me semble donc Bacardi Legacy, c'est 2008. Pour la première édition. Ouais, et UK, c'était focalisé UK. Et World Class, c'est 2009, il me semble. Exactement.
Ouais, c'est ce que j'ai noté. Alors, et d'ailleurs, Cocorico, on va le placer. Trophée du bar 2003. Voilà. Et alors, je mets de côté... Excuse-moi pour la Voilà, petite parenthèse. non, mais justement, c'est très bien que tu le dises, puisque je voulais y venir là-dessus. Il y a des concours que je vais mettre de côté dans mon analyse, volontairement, parce que c'est juste des choses qui sont très différentes. Les concours Barjo, on va y revenir, mais principalement Rematch, Biatch, etc. Puis j'ai forcément un appointure là-dessus, mais Trophée du bar, organisé, créé par Fernando Castellon, avec des marques présentes et qui sponsorisaient, mais organisé par quelqu'un du bar, pour des barman, derrière lequel il n'y avait pas bien sûr un investissement pour payer la compétition, mais je veux dire, le portefeuille présent de marque était très très large. C'était pas focalisé sur une seule maison. Et ça, je trouve que c'est un boulot qui est dingue. Et je vois qu'aujourd'hui, comme tu l'as très bien souligné et tu le mets en date, 20e édition en 2024 pour un concours indépendant, avec toujours autant de plébiscites, toujours quasiment autant d'entrées, c'est-à-dire autant d'inscriptions. Je vais donner un ordre d'idée parce que j'aime bien comparer avec le passé, puis c'est une question que tu vas me poser. Des très gros concours qui, à l'époque, en local, je parle bien en local, sur un marché comme la France, attiraient et où on avait aux environs des 60 dossiers, 70 dossiers, ce qui est énorme. Il y a quelques années en arrière, pour en avoir 10, il fallait vraiment se battre. Il fallait vraiment que les ambassadeurs partent sur le terrain pour pouvoir en fait recruter, être sûr et certain que les gens s'inscrivent, etc., etc. Pourquoi ? Quel intérêt ? Il faut se poser la question, et je pense que les marques doivent se la poser. Outre le fait que la marque doit savoir quel est son objectif à travers l'organisation de ce genre d'activation, mais surtout, quel est l'intérêt du barman ? Mais c'est exactement ça mon raisonnement. Mais alors, petite parenthèse, je suis étonné que j'aurais dit qu'avant, il y avait plus de candidats, parce qu'il y avait peut-être moins de compètes. Alors que là, il y a peut-être plus de sollicitations. Comme je le dis, moi, ma petite frustration sur la communication que je trouve pas au niveau des fois des ambitions des concours, qui des fois mettent clairement, il y a du budget pour l'organiser, mais visiblement la communication n'en fait pas partie. Qu'est-ce que je voulais dire ? Merde, tu parlais du nombre de concours en fait auparavant. Auparavant, il y avait moins de concours qu'avant. Il y avait moins de concours qu'avant, mais beaucoup plus d'inscrits. Ouais. Et qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus dilué, qu'il y a moi beaucoup plus de concours, mais moins d'inscrits. Voilà, mon raisonnement, en fait, aussi en montant ce sujet, c'était de me dire, ok, on met du budget, on a une agence RP, on a un brand ambassadeur, on met en place des moyens, il y a une soirée, il y a une agence événementielle qui gère. Bref, il y a toute une flopée de moyens qui est mise en place pour organiser quelque chose. Et finalement, là où ça pêche, ça va être le recrutement, la com pour recruter des candidats, et la com pour simplement faire rayonner le concours et puis simplement annoncer les résultats, par exemple. Et ce qui m'amène à exactement le point que tu disais, si le concours ne rayonne pas, le bartender ne rayonne pas. Si le bartender ne rayonne pas, effectivement, pourquoi il se casserait le cul à faire une compète pour, au final... juste, je sais pas, faire des drinks pour peut-être à la fin, la dotation, c'est qu'il va tenir le stand de la marque au prochain salon X ou Y et avoir un chèque de 1 000 €. Tu vois ? Alors que quand tu participais à World Class, mais putain, t'étais le roi, le roi du monde. T'avais un chèque de 10 000. T'avais le chèque, mais au-delà du chèque, mais il y avait une très grosse exposition médiatique. Le meilleur bartender du monde, tu vois, c'est ça. Et là, tu vois, c'était autre chose. Bref. Non, mais attends. Donc voilà, le raisonnement pour rattraper un peu exactement. Je vois ce que tu veux dire. Je vois totalement ce que tu veux dire en complément. En réalité, à une certaine époque, moi, je suis un ancien compétiteur. Quand on faisait des concours, déjà d'une, il faut savoir que la plupart d'entre nous, quand on faisait des concours, on avait des mentors. Et les mentors, ils nous poussaient au cul pour pouvoir en fait participer à ces concours-là. Et on avait intérêt à revenir avec des résultats, parce que sinon, on se faisait un peu broncher. Avec certains de nos chefs barman qui n'étaient pas commodes là-dessus, on avait intérêt à briller, parce que c'était l'image de l'établissement. Ouais. Mais cette politique de la peur, entre guillemets, j'extrapole un peu, ça n'existe plus, ça.
C'est quelque chose de très différent. Il n'y a plus la hiérarchisation telle qu'il y avait dans les bars à l'époque, etc. C'est quelque chose c'est quelque chose qui n'existe plus vraiment. C'était autre chose. C'était juste différent. C'était pas mieux, c'était pas moins bien. C'était juste vraiment différent. Aujourd'hui, avec aussi les réseaux sociaux, je vais donner un exemple. Est-ce que les bartenders les plus suivis, entre guillemets, sur la scène digitale et qui ont le plus de popularité, pour pas les citer, des Margot Le Carpentier, Nico de Soto, etc., et plein de personnages que je ne cite pas, mais qui ont des vrais adorateurs, des vrais followers, comme Thierry Malikian du Calbar, Nico, par exemple, du groupe Bisous, etc. Et désolé, je peux pas citer tout le monde, Coco, tout ça, toute l'équipe du Copper Bay, Aurélie, Julien, tous les copains. Je suis désolé, on va faire une liste. À un moment donné, je vais faire une liste pour vous remercier tous, dire que je vous kiffe depuis des années et que je vous tire mon chapeau pour tout ce que vous faites. Mais c'est hyper compliqué de se dire, est-ce qu'ils ont besoin de participer à des concours pour s'exposer, ces gens-là? À ces gens-là, non, mais, Bah oui, mais plus jeunes, et c'est l'intérêt, si on parle des trophées du bar. Et même d'autres. Il y a des beaux noms, là, j'affiche le palmarès des trophées du bar. Oh, Marc Bonneton. Hyper intéressant. Dominique Del Riso. Ça te parle? Non, ça te parle pas. Mais moi, ça me parle beaucoup, Dominique Del Riso. Je buvais pas d'alcool à l'époque. Un ponte lyonnais. Il y a un truc à Lyon. Il y a eu une aura à un moment donné. Il y a eu une sorte de, je pense, il y a eu un incubateur en fait à super mixologiste. Dominique Del Riso, qui est voilà un des pontes et un des pères de métier. Hein. C'est quelqu'un qui est retraité aujourd'hui, mais qui est incroyable. Alexandre Perrault qui travaille pour des marques maintenant, enfin Davy, voilà, Karina, c'est que des noms. Émeric Tortoro qui est toujours dans le bord du bar Le Toucan à Lyon. Enfin, tous ces gens-là, c'est des gens qui ont été aussi mis en avant et ça a été aussi un tremplin médiatique. Ah ouais, peu importe s'il n'y avait pas de Wendy qui a son bar à Bordeaux aussi, etc. Ça a toujours été le cas. Là, on parle d'un concours aussi qui est très neutre, c'est-à-dire qui est objectif, neutre, sur lequel il y a quelque chose qui est super intéressant. C'est pas un concours de marque. Les trophées du bar apportent une expertise sur les produits et leur utilisation. Il y a toujours eu ce petit format de formation en amont, cette petite tournée de formation sur les produits, les choses comme ça, et le concours en fait dans la foulée. Il y a eu un accompagnement. Il y a une sorte de mentorat, c'est vraiment ce côté mentorship que je trouve hyper cool dans ce que Fernando a fait, et j'espère fera encore en 2034, qu'on en parle encore, que ça devienne le plus vieux concours de bar du monde. Je trouve ça super cool. Ça, je trouve ça vraiment hyper intéressant. Pour toutes les autres, il y a eu plein de choses. La plupart des concours, ce sont des initiatives, il faut le savoir, de l'international. Bon, Best Morito, je crois que c'est très très local, par exemple. Mais pour la plupart, Patron Perfectionniste, Bacardi, des Diageo, voilà, et puis et plein d'autres encore, le Nika ou autre. Oui, il y a même fait notable, tu vois, par exemple, il y a Gabriel Boudier, on a été partenaire sur les Wizard Awards. Oui. Ce qui est intéressant, c'est qu'eux-mêmes ont lancé d'abord leur concours en Angleterre. Et cette année, pour la première fois, c'était en France. Pourquoi? Dis-moi. Ben non, mais c'est une vraie question à se poser. C'est pourquoi dans ces cas-là? Et parce que je les ai sous les yeux. Mais j'ai pas la réponse. Hein, mais Saint-Germain Spritz Club, c'est peut-être un peu franco-français, mais je veux dire, ça faisait partie aussi. Il y avait des concours qui étaient faits en local, mais il y avait un concours international. Mais c'est pareil, ça a commencé en Angleterre. Patron de Perfectionniste aussi. Mais les marques françaises. Beaucoup de ces marques-là, en fait, ont commencé leur concours à l'international pour se plébisciter et donner envie. Pourquoi? Parce qu'on a un pays déjà un peu plus réfractaire. On est un peu moins poussé aussi par, on va dire, peut-être l'association locale, tu vois, là-dessus, de nos jours. Peut-être parce qu'aussi, ça donne envie de briller. Alors, ça peut faire un peu peur aussi, parce que quand on voit certaines têtes d'affiches ou le nombre de choses, des fois, il y a plein de barman qui s'en foutent totalement des compétitions. Et je comprends. Mais je comprends totalement ça. Mais pour ceux qui ont de l'intérêt, ils se disent, tiens, en Angleterre, il s'est passé ça sur cette compétition, c'est intéressant, tu te mesures à de l'international. Donc c'est valorisant, je pense, pour une marque de commencer à lancer son projet à l'étranger, mais pourquoi c'est pas l'inverse, tu vois? Typiquement, Gabriel Boudier, pourquoi stratégiquement ils ont commencé? Parce que Gabriel Boudier est très fort au UK. Gabriel Boudier, c'est une marque qui a toujours très bien marché, et je me rappelle, même avant 2010, dans les ouvertures de bars ou 2010, les ouvertures de bars un peu clés, comme alors un peu avant Satan Whiskers, tout ça, mais le Hoxton Pony, etc., d'autres bars qui n'existent plus aujourd'hui, mais ou d'autres qui existent clairement sur Notting Hill et compagnie.
au tout début où les gens étaient exposés comme Marianne Becquet, Ouais. Ago aussi, au tout début, Ago Perron, c'est des gens qui ont participé à des concours. Ago D'accord. Perron s'est fait connaître à travers la Bacardi Legacy, la toute première qui avait été faite en finale dans une église désacralisée à Londres. D'accord. Donc, Donc- Ago de Connaught, c'est ça. Voilà, donc alors, il était déjà reconnu pour ce qu'il faisait et c'était déjà un très grand professionnel. Mais médiatiquement, ça a pesé aussi dans la balance. Donc je pense que l'intérêt des barman, pour répondre un peu plus précisément à cette question-là, surtout pour ceux qui sont peut-être pas au tout début de leur carrière, les concours, il y a aussi des gens des fois qui y vont vraiment pour gagner, qui sont très très forts. Mais en Bartender Beach Challenge, tu vois, par exemple, on parlait d'un concours neutre, objectif, etc., qui est une initiative locale, supra-brillante, sur lequel je trouve que les garçons ont fait un boulot phénoménal. Et je dis pas ça parce que j'y étais Il était convié jury. cette année. Non, tu gagnes pas, nous on gagne pas d'argent, on est jury. Tu vois. C'est pas grave, mais ça nous fait kiffer. Voilà, c'est vive la Bretagne ça vous gagne, comme on disait dans la pub. Voilà, ça c'est, je vais le redire. Je prends l'exemple, et on a pris l'exemple des trophées du bar, mais je vais prendre l'exemple de ce que les gars ont fait sur le Bartender Beach Challenge, qui est un finale de concours organisé à Carnac, fait par des Bretons, pas que pour des Bretons. Il y a des gens qui venaient de Nancy, hein, typiquement, qui se sont inscrits à ce concours-là. Oui, c'est un concours breton, mais national. National. C'est un jeune, une jeune créature, un jeune personnage incroyable qui a gagné ce concours cette année-là, en plus, voilà, qui est super. C'est typiquement le nombre d'entrées, le nombre d'inscrits à ce concours. On va pas le donner parce que c'est pas des chiffres qu'on peut se permettre de donner, D'accord. mais je pense que beaucoup de marques, plutôt que de regarder ce que font les autres marques, devraient prendre exemple sur ce que ces gens-là font en termes d'organisation de concours et pourquoi eux arrivent à avoir jusqu'à 5, voire 10 fois plus d'entrées dans le concours qu'eux, alors qu'ils ont 30, 50, 200 fois moins de moyens. Et la bonne question à se poser, c'est ça. C'est pourquoi aujourd'hui, ces concours... Alors peut-être qu'il y a... Ok, c'est pas international, c'est local ou autre, mais ne serait-ce que même pour le local et les retombées locales, se poser les bonnes questions de comment ça se fait que ce concours-là naît d'un petit conglomérat de mecs de l'industrie, etc., machin, un peu... Mais c'est une vraie question. Enfin, moi, j'ai pas la réponse. Je sais, sur certains concours, j'ai ouï dire, où des fois, tu vois qu'il y a des moyens. C'est peut-être un peu, pour rebondir sur le fait de faire des RP pour être au 50 best, comme on disait l'autre fois, qui ne te garantit pas d'être... d'y être. Il y a j'ai été témoin de certains concours où il y avait des moyens et finalement tu apprends après qu'il y a peut-être eu qu'une dizaine de candidatures. Voilà. Et des fois, alors même que il y a des moyens qui ont été mis en place, il y a eu de la com, il y a eu quoi ? Il y a même eu genre le système d'inscription, il n'y avait aucune friction, tu vois, fallait pas faire une vidéo et puis des effets spéciaux et puis machin truc. On peut pas demander en fait à des barman pas la pour réponse ça, absolue, mais non, mais c'est intéressant. On peut pas demander quand les entrées de concours, c'est hyper intéressant. Quand Fred veut dire des frictions, c'est le nombre d'étapes, le nombre de choses à faire, de complexité pour atteindre en fait justement ces mots d'inscription. Quand on demande à un barman de créer un rituel de service, créer une recette avec alcool, créer une recette sans alcool, répondre à un questionnaire, faire une vidéo, envoyer un échantillon ADN, montrer sa tenue préférée et sélectionner 4 films sur Netflix, il y a un moment donné, il faut juste pas oublier que le mec, en fait, il bosse juste 60 heures semaine, quoi. Enfin, j'exagère, mais il fait largement ses 50 heures semaine, quoi. Donc, il y a un petit peu d'objectivité à mettre là-dedans. Donc, qu'est-ce qui motive les marques à organiser ces concours ? Tout simplement parce qu'ils se disent que leurs marques sont dans les mains de l'élite des barman et que cette utilisation pendant ce concours vont leur donner une aura et surtout vont cascader l'envie à tous les gens, entre guillemets, du même flegme de travailler avec leur marque. Attention, il n'est pas marqué dans 90% des critères d'inscription que les gens doivent travailler avec les marques. Donc ça veut dire que si ça se trouve, tu gagnes le concours, tu fais ton aura, tu fais un peu de RP, mais derrière ton bar, tu vas verser une marque concurrente. Il y a ça aussi qu'il faut jouer. Mais ce qui les pousse à les organiser, c'est finalement l'exposition dans les mains d'un expert. C'est un peu comme, j'en sais rien, mettre
un couteau Guy de Graine dans la marque d'Alain Ducasse. Pardon si je mets full bordel dans des partenariats avec d'autres marques de couverts et du chef Ducasse, mais voilà, ce genre de choses-là, quoi. Mais pour répondre à cette question-là, en tout ça peut cas. ouvrir une autre question sur l'objectivité des résultats des concours. Bon, là, j'ouvre une autre boîte de Pandore, là. Ouais, alors pour le coup, ça, j'aurais un avis. Bon, on pourra clôturer même là-dessus, si tu veux, comme ça, après, je peux quitter la France. Non, je déconne. Rester jusqu'au bout. Non, en toute objectivité, là-dessus, c'est ça aussi l'avantage, c'est que même si on a un des jurys qui partent en banane, il y en a 80% d'autres qui sont très intègres et qui recadrent toujours le truc. Donc ça, là-dessus, objectivité, c'est pour moi pas vraiment problématique. Du moins, c'est un non-su. Ça n'a jamais été, en tout cas, dans ma carrière, et quand je suis de l'autre côté, ça n'a jamais été vraiment un sujet. Qu'est-ce qui motive les bartenders à participer aussi à ça? C'est quoi la carotte? La carotte, exactement. C'est la carotte. Donc, je parlais d'une des carottes qui était l'exposition, qui, je pense, est importante. Bien sûr. Je pense que c'est négatif quand je dis carotte, mais qu'est-ce qu'on a à la clé? Parce que ça demande tellement de travail. Je pense aussi on a tous un peu d'ego et puis on aime bien être exposé. Quand tu es bartender, tu as des ambitions. Voilà. Et l'exposition peut te permettre d'accomplir tes ambitions. Donc il y a ça. Et puis évidemment, il y a les cash price, il y a les voyages. Qui sont de plus en plus faibles, mais qui existent toujours encore un peu. Les voyages, tu as raison. Aller visiter. Typiquement, le parti pris, si on reparle du trophée du bar, le parti pris, c'est d'offrir un beau voyage aux gagnants plutôt que juste à la découverte des bars. Juste un chèque et puis il va s'acheter un MacBook et puis fin de l'histoire. Il y a eu, mais le cash price, oui, je trouve ça. En fait, ça reste au moins dans l'industrie parce que dans les pays, en plus, les équipes d'organisation envoient des listes importante de bars en fait à visiter là-dedans, quoi. Donc oui, il y a cash price, il y a l'exposition, etc. Et en même temps, je pense qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé. Et ça, je tiens à le souligner parce que c'est pas forcément marqué dans les gains, mais en expérience, en confiance en soi, en remise en question aussi. Parce qu'il faut pas oublier que c'est aussi ça notre boulot. Ce boulot-là, de manière générale, c'est hyper important. Et ça permet d'augmenter son réseau. On n'en parle pas assez, mais sur une compétition, il y a du public, donc des consommateurs, avec lesquels vous aurez peu d'interactions, c'est une certitude. Mais vous aurez un jury composé de gens d'industrie qui peuvent être justement des écrivains, des journalistes, des professionnels, des producteurs, des ambassadeurs de marque, etc. Donc ça vous permet aussi de rencontrer ces gens-là pour de futures collaborations, mais également pour un nouveau poste. Typiquement, on parlait de l'évolution dans le métier d'ambassadeur et de ça, genre de choses, ça permet de se faire repérer. Et également de rencontrer d'autres barman, d'autres compétiteurs, d'autres chefs barman aussi, d'autres directeurs d'établissement, etc., etc. Et de se dire, tiens, c'est intéressant là-bas, je vais peut-être aller travailler là-bas. Ah ben, je connais un tel. Je vais aller travailler avec un tel. On s'est rencontrés sur telle compétition. À l'époque, on allait visiter des bars de mecs qu'on avait rencontrés en fait sur des compètes. Et ça, depuis hyper longtemps, j'ai des souvenirs où même ça nous permettait, très très vieux souvenirs, attention, jadis, en l'an de grâce, non, la télé était en couleur quand même. Concours de bar. Ouais, c'est ça. Il y avait France, il y avait la 5. Il y avait la 5. Mais Giffard West Cup. Ouais. J'ai la photo, hein. Je vais peut-être la mettre en commentaire d'ailleurs. Tiens, je vais la mettre. Elle est très âgée cette photo-là. Je fais le concours avec Joseph Biolato. Et on fait la Giffard West Cup et plantade, on s'en fout du résultat, enfin bref. Mais on sympathise avec des barman, les barman américains et les barman canadiens. Et les barman américains et canadiens, en fait, on s'est rendu compte qu'ils ne restaient pas à Angers, mais qu'ils revenaient sur Paris pendant 2 jours. Du coup, on a passé 2 jours avec eux. Okay. C'était les 2 jours les plus terribles de notre vie. Et c'est des gens avec qui on est resté en contact pendant super longtemps, et Joseph aussi, mais avec lequel il y a même eu beaucoup d'interactions. De souvenirs, Joseph est allé en plus dans les bars de certains, etc., etc. Ce qui à l'époque était moins évident. On n'avait pas, je rappelle, on n'y avait pas les réseaux sociaux, donc ça allait un peu moins vite aussi. Et puis c'est bien d'aller follow des bartenders étrangers ou autres, mais on les connaît pas en réalité. Et ils nous connaissent pas. Alors, on peut se dire qu'on est... ok, d'accord, moi j'ai peut-être 1200 personnes qui me suivent, à 1100 et des bananes. Il y en a certains qui ont 30 000, mais on en connaît combien? Non, mais il y a... Ton réseau digital, ça n'a rien à voir. Donc ça, c'est du vrai réseau. Il y a des concours qui communiquent beaucoup sur leur jury, justement.
Bien sûr. Parce que, évidemment, quand tu as une star mondiale, entre guillemets, de l'industrie qui est dans ton jury, ça fait rayonner ta compète, ça lui donne une caution à ta marque, de facto, une caution à ta compète. Puis on a envie de savoir qui va nous évaluer aussi. Voilà, tu te dis, ah tiens, j'ai gagné telle compète et dans le jury, il y avait telle pointure versus il y avait un kidam, du marketing de la marque, tu vois. Bon. Est-ce que vous l'avez eu celle-ci? Le kidam du marketing de la marque. Coucou. Non, mais ce n'est pas visé, mais de manière très transparente parce que je dis ça de manière générique. Non, parce que je me fous de sa gueule. Mais voilà. Je me fous de sa gueule, mais t'as raison dans le sens où. Mais je veux dire, t'as des compètes, tu parlais d'Ago. Mais s'il y a 6 personnes du marketing et un mixologiste, on se dit, j'ai pas envie d'y aller, quoi. Oui. C'est vrai. Non, c'est vrai. Enfin, c'est aussi ça. C'est à un moment, tu t'es évalué par tes pairs et tu te dis, ah putain, visiblement, il a kiffé ce que j'ai fait. Et voilà. Alors que si je caricaturais que tu avais que des gens du marketing, de la marque, machin, à la fin, ils vont pas forcément juger le meilleur cocktail, ils vont juger, je sais pas, celui qui sera le plus joli sur le communiqué de presse, quoi. De toute façon, et je vais être super si je suis acide dans ce sens-là. J'ai fait quelques concours quand j'étais bartender. J'en ai beaucoup organisé. Je vais pas faire la liste, mais je pense que personne me fera tort là-dessus, mais enfin... du premier World Class, des Bacardi Legacy, des 10 Arono Mixing Star, des Rematch Biatch, voilà, je fais un gros bisou à mon Juju Lafont, voilà, en direct de Coral Gable. Mais j'en ai organisé beaucoup et c'est pour moi, la personne de la marque, même l'ambassadeur, ne devrait pas être jury. Pour garantir une vraie objectivité, il faudrait que l'intégralité du jury soit composée de gens qui ont une neutralité par rapport à la marque, qui ne soient pas des gens employés en fait par la marque. Et dans les critères, et c'est toujours inscrit, respect de la marque et mise en avant de la marque dans la recette, dans le pitch, dans le rituel, etc., dans la prestation. Ça suffit. Il n'y a pas besoin d'avoir quelqu'un... Dans ces cas-là, si on met quelqu'un de la marque, moi je veux un anti. Non, parce que dans ces cas-là, on met la balance de manière très objective. Et c'est pour ça que je trouve qu'il y a, dans une carrière ou autre, il faut participer aux concours de marque, mais il faut participer aux concours qui sont neutres. Bartender Beach Challenge, Trophée du bar. Je suis désolé, voilà, si vous avez l'occasion, faites les MOF, inscrivez-vous, etc. C'est très différent aussi, comme c'est pas une compétition de cocktail ou autre, c'est vraiment encore autre chose. Je le mettrais vraiment à part, c'est un concours que je mettrais de manière un petit peu différente à part. Mais il y en a pléthore. Tu dis 32 je pense concours. Il y a combien de mois dans une année? 12. Ouais. Ça veut dire que, grosso modo, si je fais le calcul, je suis pas bon en maths, hein, mais ça veut dire que 32, je pourrais quasiment faire plus de 2 concours par mois toute l'année. Je branle plus rien, moi, au bar. Hein. Je fous plus rien. Je passe mon temps à créer, en fait, des cocktails. Donc, c'est pour ça que c'est difficile aussi de recruter. Il n'y a pas que la carotte. C'est le fait que... Qu'est-ce que je choisis, moi, là-dedans? Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas l'intérêt, d'ailleurs, toi et moi, à faire une espèce de guide, un récap, tu vois, annuel, et de se dire... quelle compète pour gagner quoi et machin, etc. Et puis les gens comme ça, les barman, ils peuvent choisir. Ou non, les marques, elles se débrouillent dans leur communication et ça. On pourrait. Hein? On fait les devis. On fait les devis directement aux maisons. Mais je le place, mais on peut vous accompagner, effectivement. Mais parce qu'aujourd'hui, dans la communication, et je pense que c'est important, et c'est le point de Fred dans son métier de tous les jours, c'est vrai, il y a des concours où des fois on se dit quelle est la retombée médiatique? Qu'est-ce qu'il y a eu réellement derrière, à part une bannière, un post? Est-ce qu'il y a eu une interview spécifique? Qu'est-ce que ça a apporté à la personne, aux concurrents aussi? Qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Moi, c'est global, hein, c'est une réflexion globale. C'est pourquoi la marque l'a fait? Qu'est-ce qu'elle y a gagné? Pourquoi les gens ont participé? Qu'est-ce qu'ils y ont gagné? Parce que si tout ça est un peu flou et tout, il y a de facto, il y a moins de concurrents. Oui. Donc, voilà, ça marche pas.
Il y a il y a une espèce d'équilibre qui doit s'instaurer pour que tout le monde y gagne et que ça se passe bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait de beau? On s'est posé une question sur l'influence que les top bars, en fait, l'intérêt que les top bars avaient. Ouais. Alors c'est une question que j'avais, qu'on avait notée, c'est est-ce qu'ils regardent les classements de ce concours pour recruter leurs nouvelles recrues? Je pense pas. Ouais. Je pense pas que les gens se disent tiens, je vais regarder qui a gagné cette compétition et je vais l'embaucher. Par contre, tout le monde va regarder qui a gagné et d'où vient cette personne et qu'est-ce qu'elle fait, etc. En aucun cas, ça donnera une indication à un bar de savoir si la personne peut fitter à son établissement. Il a gagné, il est meilleur barman du monde. Super. S'il n'est pas du tout dans l'état d'esprit de l'établissement, bah, les gens vont pas être attirés. C'est pas juste parce qu'en fait, il a une aura qu'ils vont le récupérer. Par contre, un propriétaire d'une coque, d'un restaurant et d'un bar qui a besoin d'aller développer son établissement, qui veut mettre du budget média, qui veut crédibiliser, aujourd'hui, ils vont commencer à aller regarder aussi certains de ces winners pour les mettre en avant et les exposer dans leur établissement au même titre qu'ils le font avec leur chef de cuisine. Ça, c'est quelque chose que très souvent ils font. D'aller chercher un chef, par exemple, en disant « j'ai un projet de restaurant, je veux que tu sois à la tête de la cuisine ». Et bien très souvent, de plus en plus, les gens vont aller aussi se renseigner en disant « j'ai vu que tu as été remporté, t'as remporté cette récompense et cette distinction, etc. etc. Est-ce que ça peut être intéressant ?» Encore une fois, on parle de un pourcentage minime de gens qui travaillent dans l'industrie. Mais dans ces cas-là, oui. Est-ce qu'ils regardent directement? Non, je pense pas. Oui, je pense ça peut être un critère d'arbitrage. Exactement. Tout simplement. Après, ça peut aussi, pour un recruteur, c'est un signe de quelqu'un qui est investi dans l'industrie, qui network, et du coup, c'est forcément bénéfique pour le recruteur, in fine. Pour le bartender, l'intérêt, c'est au-delà du côté pécunier, je ne sais pas. Il y a, effectivement, tu parlais de networking aussi. Il y a je vais rattraper les wagons, hein, je vous rassure. Je me perds moi-même dans mes raisonnements. Mais il y a le bartender peut aussi y gagner une influence pour être mieux embauché, peut-être. Ah, je vois ce que tu veux dire. Dans ton CV, tu les mets, tes concours. Tu vois, tu les mets, ça veut dire que tu es actif, que t'es pas un bartender lambda, tu es quelqu'un de plus investi, qui rencontre des gens de facto, vu que tu mets tes diplômes dans un CV. Voilà, je pense qu'il y a un des gains pour les bartenders, je pars un peu dans tous les sens, c'est simplement de se challenger soi-même aussi, hein, si j'extrapole un peu là-dessus. Mais in fine, effectivement, ça se valorise. Bien sûr. Ça te fait pas embaucher, mais peut-être ça te fait mieux embaucher. Voilà. Non, mais je pense que c'est totalement... Non. Alors, vous avez trouvé ça décousu? Ouais, moi pas, mais je suis pas. C'est comme ça dans ma tête. Voilà. Peut-être pas très objectif. C'est difficile de travailler avec ce mec. Je l'adore, hein, mais des fois c'est très difficile. Non, en réalité, je pense que tu as totalement raison sur ce point c'est valorisant et c'est à valoriser, c'est-à-dire que c'est important de les mettre dans son CV, c'est important de les mettre sur son profil LinkedIn, c'est important de communiquer sur vos pages de réseaux sociaux ou autres, parce que un établissement va peut-être aller cliquer, aller regarder justement votre Instagram, parce qu'un recruteur, parce qu'une agence même qui fait de l'événementiel et qui a besoin d'avoir quelqu'un d'un petit peu exposé, ou une agence qui organise le concours, ou un événement hyper important va vouloir vous mettre en avant, etc. etc. Donc, oui, et puis c'est surtout, faut pas oublier un truc, hein. Quand on voit ce que certains concours demandent comme boulot, c'est du taf. C'est des semaines de boulot et des fois d'investissement personnel avec de l'argent. Pour aller acheter du matériel, pour aller mettre du budget média, etc. Je pense qu'il y aura un sujet là-dessus, c'est les concours où en fait les participants sont obligés d'acheter eux-mêmes les bouteilles, quoi. Il y a peut-être un truc à développer là-dessus, pas forcément très cool dans la démarche, je sais pas. En même temps, regarde, on va faire le truc à l'envers. Toi, t'es une marque, d'accord. Tu organises un concours. Moi, je suis un barman, j'ai un truc qui s'appelle le Café de la Plage. Désolé si un bar qui s'appelle le Café de la Plage ou autre, etc. C'est totalement au hasard. Impossible. Le Café de la Plage
Et moi, je trouve que ton concours, il est cool. Allez, je vais à métro chez un caviste ou autre, j'achète ta bouteille pour faire 2 tests. Je ne travaille pas avec toi. Je travaille pas avec ton distributeur, etc. Genre. Parce que ton cash price m'a intéressé. Je gagne ton concours. Moi, je suis à l'opposé de l'hexagone, là où t'es, etc. Je gagne, du coup, ton concours. Et puis, c'est fini. Quel aura été ton intérêt? En tant que marque, tu veux dire? En tant que marque. Ah ben, c'est le jeu. C'est moi, du marketing. Mais je travaille, du coup, dans un établissement que personne ne connaît. Je travaille dans un café perdu en face d'une gare. Mais il y a beaucoup de si dans ton histoire, quand même. Non? Il faut gagner. Ouais, mais tu vois, Et t'as vendu 2 bouteilles à métro, voilà. Ouais. Donc, du coup, t'as investi 15 000 au mieux, Non, pour pas dire 50 000 balles dans un concours. Et à la finalité, t'as vendu 2 bouteilles. Là, on revient à la ligne à 22 000 balles pour 8 000 balles d'investissement de volume. What a noon, what the fuck. Ça colle pas, en fait. En fait, moi, je le vois comme un investissement marketing. Tout simplement. Mais du coup, t'as quand même un minimum de retombées. Oui, mais c'est... En fait, tu peux être malin. Il peut pas être nul. L'investissement marketing, il a pour but d'aller lever un volume derrière. Oui, mais tu peux être malin. En fait, il y a des gens qui vont probablement pas jouer le jeu, oui. Prendre des bouteilles gratuites, oui. Mais il y en a, ils vont jouer le jeu, ils vont la prendre en photo, la bouteille. Sur le volume global, tu veux dire, du coup. Tu vois, si t'es malin, ouais. En fait, ça marche comme ça, le marketing. Tu vois, c'est pas du 100%, tu vois, c'est aussi ça, c'est un équilibre. Et après, bon, évidemment, si ça marche pas 9 fois sur 10, bah, tu le fais pas, mais... Tu as quand même intérêt à mettre dans ton règlement que le produit doit être listé dans ton bar. Non, du coup, ou pas. Ça, c'est une vraie question. T'en penses quoi, toi? À le lister? Ouais, c'est-à-dire que pour rentrer dans la compétition... Moi, je pense pas, parce que je pense que le concours a vocation aussi à justement aller toucher des gens avec qui tu bosses pas et à peut-être à nouer une relation avec ces gens-là. Peut-être très bien, ils bossent pas aujourd'hui avec toi, mais peut-être que demain, parce qu'il y aura une affinité, ils auront le choix entre leur marque actuelle et ta marque. Et ils vont faire l'arbitrage vers toi parce qu'ils ont passé un beau moment, que c'était cool, que c'était... Enfin, tu vois, c'est ça, c'est du relationnel. Faut aussi voir que on est sur des concours de bartenders, pas des concours de bar. Les bartenders, ils changent d'établissement. Donc, l'autre fois, on parlait des menus. Tu as bossé avec un bartender et tu as une affinité. Peut-être qu'aujourd'hui, son bar, il est maqué avec telle autre marque, mais le jour où il change d'établissement et que peut-être il prend du galon, il va se dire « Ah putain, c'était cool l'expérience que j'ai fait avec les autres. Je vais bosser avec eux dans mon nouveau bar parce que c'est moi qui décide aujourd'hui. » Je rejoins à 100% ce que tu dis. Pourquoi? Parce que pendant très très longtemps, je me battais avec certaines personnes en disant « Ouais, mais cette personne-là, elle travaille pas avec nous, elle nous fait 6 bouteilles, etc. » machin. Parce qu'aujourd'hui, non. Mais c'est pas pour autant qu'on doit le dénigrer. Alors de là à aller claquer 20 000 balles d'investissement et d'ANP marketing dans l'établissement, non. En revanche, c'est pas pour autant qu'on doit dénigrer ou dire que cette personne-là doit pas participer aux activités ou qu'on doit pas le mettre en avant, on doit pas respecter l'autre. Sinon, t'as pas compris le... Mais, et puis surtout que ça pue je suis désolé, ça pue la relation qui est très nocive, mais même d'un point de vue business. C'est une relation qui est totalement constructive. Donc je te rejoins totalement là-dessus. Et dans le sens inverse, c'est pas parce qu'un mec qui bosse avec ta marque aujourd'hui que demain il bossera encore avec. Donc voilà, enfin tu vois, il faut diversifier. Voilà, tout simplement. On va en revenir. Hein. Les barman sont-ils fidèles? Les marques le sont-elles aussi? Mais voilà. Mais c'est un vrai point en tout cas, quoi qu'il en soit. Il y a des choses à gagner, il y a des choses à voir. Il y a beaucoup, clairement, il y a énormément de concours. On va dire, ah, mais au moins, il y a le choix pour tout le monde, toute l'année, etc. Machin. Oui, mais du coup, pourquoi j'ai eu si peu de monde à mon concours cette année? Pourquoi j'ai de moins en moins de monde? Bah, vous l'avez, la raison. Vous avez un tableau comme ça, sur un marché comme la France, qui est un marché composé quand même à près de 80%, pour pas dire plus, de off-trade, donc de la grande distribution. On n'est pas en Espagne, où c'est l'inverse, et on se retrouve en fait à finalité avec 75% de on-trade et le reste en fait en off. Et donc par conséquent, on fout 32 concours actifs sur notre réseau de distribution. Donc on ne peut pas en fait avoir 35, 50 ou 70 inscriptions. Ah non, mais c'est pour ça. Il en manque peut-être, mais on ne peut pas
s'attendre à avoir aujourd'hui, je suis désolé, mais je vais être super transparent, vous voulez vraiment avoir 70 à 80 entrées ou 100 entrées. Moi, j'ai vécu des concours organisés, on avait 80 dossiers. C'était ouf. Bon, c'était compliqué, hein. Après, faire le tri, etc., juger, organiser, c'était très compliqué. Vous voulez 80 entrées? Pas de problème. Mettez 250 000 balles de cash price, hein, les gens ils vont s'inscrire. Vous voulez pas d'objectivité, vous voulez juste des entrées, c'est ça. Hein. Des fois, on se dit, bah ouais, mais j'ai eu que 25 mecs qui ont participé. Eh oui, mais c'est 25 personnes qui sont motivées. C'est 25 personnes qui vont peut-être jouer le jeu. Alors, on préfère quoi? 25 pertinents ou une masse avec des gens qui sont juste venus chercher une carotte et que pour le coup ne vont même pas être fidèles ou respectueux de la marque, etc. C'est ça aussi qu'il faut regarder. On revient à la question de base. Pourquoi tu le fais? Voilà. Exactement. Si c'est pour instaurer des relations, des trucs plus à long terme, tu vois, tu fais du chirurgical versus de la masse où tu vas générer des posts Insta peut-être, mais j'ai eu des discussions. Rien, quoi. Ouais, j'ai eu des discussions en off ou même sur des réunions où on se retrouvait des fois à se dire ouais, mais non, mais là, ça me fait chier, le concours, il faut les recruter, etc. Cette personne ne travaille pas beaucoup avec nous, etc., etc. Donc j'avais des sales qui étaient un peu réticents et puis de l'autre côté, j'avais des barman qui voyaient aussi cet intérêt-là et compagnie. Donc c'était un peu c'était un peu l'équilibre entre la partie market qui aussi avait les ambassadeurs en général dans leur giron, on en a parlé aussi la dernière fois, et puis les sales qui avaient cette version et cette vue très business. Je fais une petite dédicace à notre ami qui nous a envoyé un petit commentaire aussi là-dessus, hein, que je rejoins complètement. Aujourd'hui, il y a bon nombre d'ambassadeurs qui ne veulent pas toucher cette partie-là de chiffres, mais à la finalité, c'est quand même assez indispensable. Donc voilà, c'est comme ça, c'est le nerf de la guerre. Et c'est surtout notre métier. Est-ce qu'on a fait le tour? Écoute, ça me paraît plutôt pas mal. On peut peut-être conclure avec les fameux Compest. Ouais, je voulais peut-être sur la liste, là, en mentionner quelques-uns que je trouvais intéressants. Bien sûr. Bon, on a parlé des trophées du bar, évidemment. Diageo World Class, j'ai eu écho que potentiellement, ça allait revenir en France. Voilà. Peut-être. J'en sais rien. J'ai pas d'intel. Mais voilà. T'as reçu un brief? Non, j'ai pas reçu de brief. Envoyez-nous votre brief. Voilà. Je suis à la retraite du World Class. Je peux plus. Non, mais... J'ai plus le droit. Maintenant qu'il y a Diageo France, on peut imaginer qu'il peut y avoir les World Class France. Voilà. Et ça serait très cool si c'est aussi ambitieux qu'à l'époque. Je voulais peut-être juste mentionner qu'il y avait... Je peux faire juste une petite aparté. Vas-y. Moi, je vais faire juste une aparté où on a eu la chance de faire un truc de dingue, mais vraiment de dingue. Je vais reciter une personne que peut-être des personnes vont reconnaître et d'autres pas, mais... je dirigeais une agence avec aussi un de mes comparses, donc Julien Lafont, et on s'est retrouvé avec justement des gens en marketing pour organiser une compétition, pour pas la citer. Et on leur a dit, si vous voulez, on va faire la finale du concours dans la Tour Eiffel, au premier étage, dans une salle panoramique vitrée. Ils nous ont dit, c'est impossible. Vous pouvez pas faire ça. Rien que le fait qu'ils nous disent ça, déjà nous, ça nous a alors surmotivé et émotionné le cerveau. Et on a eu la chance d'avoir un budget qui nous permettait de le boucler ric-rac, je dois l'avouer. Mais on a eu la chance d'organiser, on a eu la chance d'organiser le seul concours qui a été organisé où la finale était une grosse cocktail party jugée, etc., avec des tokens où les gens pouvaient voter, etc., dans le premier étage de la Tour Eiffel, dans une des très grandes salles vitrées où t'ouvres les rideaux d'un coup et on avait une scène magnifique avec... tout un moyen, un dispositif où là il y a un vrai wow effect et où il y a un impact média qui est colossal et où derrière il y a des gros budgets. Donc par exemple pour cette compétition, même si le gain n'était pas dingue, l'expérience était folle, mais vraiment folle. Et alors là en termes d'impact média derrière, hein, ça c'était forcément prestige. C'était très prestigieux. Oui, du coup on peut peut-être mentionner quelques trucs un peu qui sortent de l'ordinaire. Moi j'en avais un. Qui est français, alors je précise, j'ai absolument pas bossé dessus ou quoi, mais c'est Maison Villevert en fait. Je sais pas si tu l'avais vu passer. Bah tiens, il y avait Fernando qui était dans le jury, qui travaille pour Maison Villevert maintenant. Alors, il me semble, non? Ou plus chez Maison Villevert, je ne sais plus. Demandez-lui. Voilà.
On se défausse. Mauvais buzz. En tout cas, juste le mentionner celui-là parce il était vraiment atypique sur la scène française parce qu'ils ont eu vraiment l'ambition de faire une sorte de Top Chef en fait, de Top Chef version bar. Donc il y avait 4 épisodes, il me semble, une petite série YouTube, avec une boîte de prod derrière et tout. Je pense qu'on aurait pu pousser le truc encore plus loin en termes de séquençage et tout, de diffusion des épisodes et tout, de reveal parce qu'en fait là on avait les épisodes d'un coup et puis on savait qui avait gagné avant, quoi, potentiellement. Mais en tout cas, initiative que j'ai trouvée particulièrement notable, quoi, de l'ambition de faire un espèce de Top Chef du bar. Voilà, on voit, il y a Drink Masters à la télé sur Netflix, qui d'ailleurs doit avoir une saison 2 prochainement. Mais voilà, soulignons qu'il y a une maison française qui a tenté le coup, à voir s'ils vont réitérer. En tout cas, voilà, c'est pas what the fuck, peut-être dans le sens où tu vas nous présenter des choses, mais en tout cas, un concours comme ça là que j'avais envie de mentionner de manière totalement gracieuse. Ça c'est très novateur et c'est totalement axé surtout sur le modernisme de la communication de nos jours, à savoir justement cette partie un peu de série, télévisuelle, production derrière, etc. Il y a une société de distribution qui a tenté de faire quelque chose dans ce style-là, fut une époque, et puis bon, pour des raisons de budget, ça ne s'est pas fait, mais il y a plusieurs années en arrière qu'il y avait eu cette idée-là aussi. Ouais. Ok, en tout cas, là, dans la liste, là, comme ça, là, il y en avait un là, qui a popé comme ça. Voilà. Et toi, tu avais des exemples de concours peut-être internationaux Ouais, j'ai 2 concours. Alors, 2 concours internationaux. Alors après, c'est 2 choses différentes, mais c'est 2 choses qu'on fait vibrer l'industrie du bar. La première, c'est la 42 Below compétition, qui est du coup vodka néo-zélandaise, qui est détenue du coup par le groupe Bacardi Martinique, qui a organisé il y a très très longtemps une compétition internationale qui regroupait des dizaines de pays, avec une sélection locale, une finale locale, et puis c'était par couple, donc c'était un duo de bartenders qui était sélectionné et qui était du coup envoyé directement en Nouvelle-Zélande pour la 42 Below. Très très bon exemple, la 42 Below compétition. Donc là, voilà, parfait. Alors elle n'existe plus, mais pour vous donner un ordre d'idée, cette compète, ce n'était que des épreuves totalement barjo. D'accord. Faire un cocktail en saut élastique. Exactement. Faire un cocktail en saut élastique sur un bar de glace totalement gelé, etc. C'était que des trucs barrés comme ça. Alors c'était d'une ultra intense, c'était pas si évident que ça. C'était une des premières compétitions aussi vraiment internationales, fun, qui emmenait quelque chose dans les compétitions qui n'existait pas, qui était le divertissement. Okay. C'est-à-dire qu'on savait qu'en y allant, on va tout faire pour gagner, mais c'est pas grave si on gagne pas. C'est l'expérience. Parce qu'on va s'éclater. Donc, dès qu'on arrivait là-bas, dans beaucoup de compétitions internationales, c'est cool, c'est détente, on est sympa, on se tape dans le dos, mais on se toise un peu, quoi. On a un peu une sorte de pression, etc. Là, c'était tellement fun que les gens étaient ultra détentes, c'était tout de suite convivial, voilà, c'était vraiment un gros partage. C'était pas du tout sur le cérémoniel de service. Non, il y avait des créations de cocktails, etc. Bien entendu, mais la plupart, alors je suis pas le passé, il faudrait faire appel à d'autres personnes, hein, je veux dire Jacob Braillard qui était à l'époque, qui est aujourd'hui directeur, qui est le directeur trade advocacy monde pour le groupe Bacardi, mais qui était en fait le brand ambassadeur de 42 Below, c'est comme ça qu'il est rentré dans la société, et qui était à l'origine de cette compétition, pourra en parler, et même d'autres ambassadeurs locaux, mais c'était fou. On voulait tous participer à cette compétition. C'était dingue. C'était vraiment un truc assez fou. Et après l'autre, il y a peut-être des reliquats, mais c'était un concours qui a été organisé. J'adore cette idée. C'était un concours par des barman pour des barman, qui s'appelle Rematch Biatch. On a organisé 2 sessions. Alors pour plein de raisons, c'est un concours qui a été arrêté. Je m'étalerai pas sur ce sujet-là, mais c'était une idée vraiment de génie. C'était un concours de speed and efficiency. C'était un concours de rapidité d'exécution où voilà, on a une des manches ici par exemple. Vous deviez faire, ça s'appelle Rematch Biatch. Vous aviez un monsieur loyal debout à côté du bar avec un mégaphone. Et vous deviez faire, je crois que c'était 12 boissons le plus rapidement possible commercialisables. Commercialisables. La soirée, hot dog et grosso modo verre de punch et bière. Voilà.
avec 99% des gens de l'industrie, un bar blindé à la gueule, de la musique super forte, une grosse animation, un gros buzzer derrière sur lequel vous pouviez taper, etc., sur lequel vous arrêtiez le temps. Et grosso modo, vous deviez avoir les 10 boissons les plus commercialisables. On a eu la chance, grâce à un des co-animateurs, etc., d'avoir l'autorisation d'organiser en fait c'était local, hein, c'est que des concours locaux, il n'y a pas de finale internationale ou autre, mais d'organiser 2 manches en France, enfin sur 2 années. La première, on l'a organisée et je m'en excuse auprès de toutes les équipes du bar parce que l'état du bar après, c'est hyper complexe. Mais je pense que tous ceux, même les dirigeants de ce bar de l'époque ou autres, s'en souviendront. C'était au Little Red Door. Il y avait plein de gens. Alors tout le monde pouvait participer, c'est-à-dire que les barman pouvaient participer, les bornes ambassadeurs aussi, s'ils voulaient, ils pouvaient y participer parce que c'était pas un concours qui était sponsorisé par une marque en particulier. Et c'était vraiment ce qu'on appelle la guerre au bar. Une ambiance de dingue, tous les gens étaient super motivés. Alors effectivement, il y avait une légère note sur la propreté. On a vu que c'était devait pas être la note qui comptait pour le plus. Là, on le voit tout balancer, etc., etc. Et c'était vraiment, vraiment le feu. Et la deuxième année, alors c'était pas encore date, nous on l'a fait très récemment, entre guillemets, hein, c'était il y a quelques années en arrière. Et le bar, j'avais honte. On avait payé le ménage, etc. Mais vraiment, c'était vraiment, vraiment ultra festif. Il y avait du monde, c'était simple. Il y en avait jusque sur le trottoir, des rangées de gens qui voulaient rentrer dans Little Red Door pour regarder ça. Et c'était pas, bon là on était très très loin la soirée, c'était pas mixologie pure, etc. Par contre, c'était tout le gratin du bar. Et le deuxième manche, on l'a fait dans un restaurant, le Butcher à Lyon. On voulait faire une manche à l'extérieur et il y a plein de Parisiens aussi qui sont descendus du coup pour participer. Et le principe du concours, parce que j'ai pas expliqué la clé du concours, ce qui est un peu bête. Quand tu voulais rentrer dans la compétition, tu donnais 50 balles en cash. En échange des 50 balles, on t'envoyait les fiches techniques de ces 12 boissons-là. Tu t'entraînais, tu te démerdais. On récupérait la mise de tous les barman qui participaient. Et à la fin, si tu gagnais, tu récupérais tes 50 balles, plus les 50 balles de tous tes potes. Winner take all. Winner take all. Voilà, c'était un cash price mais auto-généré, etc., qui était plutôt rigolo. Et en général, les gains étaient claqués dans la soirée parce qu'après, les équipes partaient dans d'autres bars, etc., faire la fête, etc. C'est une petite communion, entre guillemets, quoi. Voilà. Ça s'arrêtait pour plein de raisons diverses et variées, mais en tout cas, c'était vraiment ce genre de concours un petit peu what the fuck. Et je trouve que ça manque un petit peu. Ouais, mais je pense que c'est le genre de concours qui a un why très, très fort, pour le coup. Parce que moi, je pense que le why, pourquoi les gens aimaient ce concours-là et pourquoi ? Parce que tu pouvais te lâcher. Oui, mais là, tout le monde est gagnant, tu vois. C'est les marques qui financent ça. Et bah, t'avais pas de financement. Ouais. 0 financement. Okay, mais on se démerdait pour choper des bouteilles ou autres pour justement. Et les marques nous posaient la question. Les marques nous demandaient, mais est-ce qu'on peut vous sponsoriser ou autre ? Il y a 0 financement. Il n'y avait pas de financement. On ne demandait même pas il n'y avait pas de mise en avant de marque, rien. Tout était vraiment en fait en off et en totale autosuffisance. Ok, donc on a un exemple du coup pour finir de concours totalement communautaire. Totalement communautaire. Ça peut exister. On peut le faire. Venez, joignez-vous à nous. On va créer un petit truc marrant. On va mettre un petit peu le why dans un bar avec une bonne équipe de ménage derrière. Non, pas forcément sur cette thématique-là, mais en tout cas, voilà, ça existe, c'est possible. Voilà. Je vais juste citer ces deux concours qui. Personne ne voudra te prêter son bar maintenant. Non, mais au pire, je reste. Et il y avait rien de cassé, mais c'était pas propre. Ok. Bon, en tout cas, un beau souvenir, visiblement. Ouais, très beau souvenir. Est-ce qu'on a fait le tour ? Probablement pas. Mais en tout cas, on a bien parlé pendant 1 heure. Voilà. Si vous avez kiffé notre intro, dites-le. Si vous avez trouvé ça nul, dites-le aussi. Si c'est naze, on n'en fait plus des comme ça. Voilà. De l'engagement en tout cas, vous voyez, ChatGPT nous a guidés. Voilà. Sur la voie de la raison, il n'y avait que ça pour le faire. Voilà, bon, bah merci pour tous tes insights. On se dit à très vite. Merci à toi, Fred. Pour un nouvel Fred. épisode. Merci à tous. Pensez à liker, à partager, à commenter si vous avez d'autres sujets, des choses, des commentaires sur les compétitions qu'on a citées ou le fonctionnement. Absolument. Et si vous avez des compléments, n'hésitez pas, parce que tout ça finalement est une discussion ouverte. Typiquement sur l'épisode précédent là, sur les ambassadeurs, on a eu quelques feedbacks et c'est probablement un sujet qu'on réabordera peut-être d'une manière différente avec d'autres points de vue et tout.
Voilà, réflexion en cours en tout cas. Et voilà, c'est pareil sur les compétitions de cocktails. Tout ça évolue avec l'industrie, tout simplement. Voilà. En tout cas, à très vite. On va continuer le podcast déjà. Voilà. Allez. Salut à tous. Ciao, ciao.